Pour regarder New York Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Les pays développés de l'Europe ou des Amériques accueillent depuis des décennies les diasporas africaines, longtemps considérées comme une perte pour le continent noir et parfois associée à la fuite des cerveaux. La diaspora africaine se révèle au contraire être un puissant vecteur de développement pour l'Afrique, cela sur plusieurs fronts, y compris dans le social où le potentiel est immense. Je reçois aujourd'hui M. Abdoulaye Tanou. Vous êtes membre de la diaspora togolaise vivant aux États-Unis. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Alors vous êtes parti du Togo en 2010. Cela fait déjà 14 ans que vous résidez aux États-Unis. Pourquoi avez-vous justement fait le choix de partir pour les États-Unis? Très belle question madame. Je n'ai pas fait le choix d'aller aux États-Unis. On est mieux que chez soi. Mais pour un jeune étudiant que j'étais, le rêve avait toujours été, bien sûr étant en faculté de droit, le rêve avait toujours été d'aller à Poitiers, faire une thèse et continuer mes études et justement faire une thèse. Mais le destin en a voulu autrement et je me suis retrouvé aux États-Unis. Mais ce n'était pas prémédité en fait. Justement, plutôt que la France, donc précisément à Poitiers, vous vous êtes retrouvé aux États-Unis. Mais là, par quel canal? Je me suis retrouvé aux États-Unis à travers la Diversity Lottery Visa. C'est la Lottery Visa et je l'ai joué par hasard. J'étais au campus pour payer mes frais de scolarité et j'ai été interpellé par des jeunes, je crois qu'ils étaient aussi des étudiants, qui m'ont interpellé. Ils m'ont dit mais il faut tenter ta chance, on ne sait jamais. Ils ont insisté tellement que bon, j'ai accepté et voilà. Dieu m'a béni et je me suis retrouvé aux États-Unis. Je crois que c'est juste que je suis né sous une bonne étoile. La Lottery Visa, donc partenariat entre les États-Unis et les autres pays du monde, notamment sur le continent africain. Et depuis 14 ans, comment justement vivez-vous cette expérience américaine? Elle est belle l'expérience américaine. Et il faut retenir que les États-Unis, c'est véritablement un pays d'opportunité. C'est un pays d'opportunité, il faut le reconnaître. Vous n'avez pas besoin d'être né là-bas. Vous avez juste besoin d'être là-bas. Et vous avez les mêmes chances que ceux qui y sont nés. Donc, il n'y a pas question de race. C'est vrai, bon, des fois, il y a des petites choses qui arrivent, mais il n'y a pas question de race, il n'y a pas question d'ethnie, il n'y a pas question de genre. Ce que vous pouvez apporter pour les États-Unis, ils sont là pour vous accepter. Les États-Unis, c'est un pays qui est toujours en recherche constante de compétences. Donc c'est ce qui fait d'ailleurs leur force. Ils sont toujours en recherche constante de compétences. Donc c'est pour cela d'ailleurs ils ont initié la Lottery Visa en fait pour moi c'est ils encouragent la fuite de cerveau. C'est-à-dire mais pour justement aller renforcer les capacités. Et vous, justement, aux États-Unis, vous êtes fait former, vous avez suivi des formations et vous êtes aujourd'hui intégré dans la marine américaine. On va en venir. Mais avant, vous faites donc partir de cette diaspora togolaise vivant aux États-Unis. D'après les chiffres de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, la diaspora africaine vivant dans les pays développés de cette organisation, en tout cas, cette population est évaluée un peu plus d'1,3 million de personnes entre 1990 à 2010, des chiffres qui évoluent. Est-ce que vous estimez que les pays africains tirent suffisamment profit des acquis de la diaspora? Oui, je crois que les pays africains tirent vraiment profit de la diaspora africaine aux États-Unis et ailleurs. Donc, nous pouvons prendre l'exemple des transferts d'argent. C'est déjà un grand acquis. Mais les transferts d'argent, justement, ces transferts monétaires arrivent plus qu'ils n'en sortent sur le continent. Oui, dès qu'ils arrivent, c'est pour profiter au continent, en fait. Donc, je crois que c'est déjà grand. Il y a aussi
il y a aussi beaucoup qui s'investissent. Il y a beaucoup de la diaspora qui s'investissent. Moi aussi, je m'investis. Je suis dans l'agro-business aussi. Je fais un peu de l'agro-business. Donc, le fonds de roulement vient d'où? Ça vient des États-Unis. Donc, je crois que nous apportons beaucoup. Même les appels téléphoniques, hein, même les appels téléphoniques, les pays africains en tirent profit. Donc, investir pour donc soutenir le développement local. Vous êtes donc de la marine américaine, je le disais tantôt. Justement, racontez-nous cette expérience. Quel a été votre parcours? Mon parcours, il a été souvent simple et souvent difficile. Il y a toujours le revers de la médaille, comme on le dit. En effet. Ça n'a pas été aussi, je ne dirais pas, ça n'a pas été prémédité. Ça n'a pas été prémédité. Je suis arrivé aux États-Unis. D'abord, il y avait la barrière linguistique qui se posait. Parce que bon, l'anglais que nous avons appris au lycée, ce n'est pas vraiment ça. Hein. Donc, je me suis retrouvé dans un pays où, lorsque je parle, on se demande, mais lui, là, il dit quoi? Et là, j'ai commencé à travailler pour une station d'essence, Sonoco. C'est une très grande station d'essence aux États-Unis. Ils sont presque partout, hein, dans tous les États. Donc, j'ai commencé là-bas, j'ai fait, je crois, 11 mois là-bas. Et à côté, je travaillais les nuits. Donc, dans la journée, j'allais à l'école pour apprendre la langue. Donc, après ma formation en langue, je me suis inscrit dans une université pour poursuivre mes études, en fait. Et il s'est fait que ça me revenait très cher. Donc, je ne trouvais pas le canal, sinon le Sésame, qui me permettra de pouvoir poursuivre sans se poser beaucoup de questions à mes études, parce qu'il faut aussi comprendre que la famille... Sans aussi faire des emprunts bancaires pour poursuivre ses études. Notamment parce qu'il faut aussi retenir que la famille... que tu ne peux pas dire à la famille que bon, je n'ai pas des moyens parce que j'utilise mon argent pour payer mes études, ils ne vont pas comprendre. Donc là, j'ai été conseillé par un frère de la diaspora que je salue d'ailleurs, M. Aminou. Il a fait beaucoup pour moi. Donc, c'est lui qui m'a conseillé, tu es jeune, pourquoi ne pas tenter l'expérience de l'armée. Je me suis dit, bon, d'abord j'avais réfléchi, hein, parce que vous savez, les États-Unis sont très très engagés militairement un peu partout. Mais bon, j'ai réfléchi, j'ai dit, il faut peser le pour et le contre. Et je crois que le pour avait prévalu. Donc, je me suis lancé. D'abord, je suis allé dans un centre de recrutement. Vous allez dans un centre de recrutement, vous leur dites, voilà, je veux rentrer dans l'armée. On vous demande si vous avez votre green card, la carte verte. Donc, si vous l'avez, vous passez un test. Après le test, vous passez d'abord un pré-test. Après le pré-test, vous passez le test. Et après le test, je crois que c'est le processus d'enrôlement et ensuite la formation. Et tout a été donc réussi pour vous. Cela fait, comme vous avez dit, 11 ans aujourd'hui que vous êtes engagé auprès de la marine américaine. Et comment ça se passe pour vous, qui n'êtes justement pas un Américain de souche? Ça se passe bien. Ça se passe bien, mais vous savez, nous sommes des hommes et chacun a ses défauts. Donc, je ne dirais pas que c'est facile. Ce n'est pas si facile, surtout pour nous qui sommes de pays d'origine africaine ou venant d'ailleurs. C'est un peu difficile pour nous parce que bon, tu as un collègue qui est né là-bas et vous avez vous êtes peut-être son patron et vous lui demandez de faire quelque chose. Ça l'embête. Mais malgré ça, tout va bien. Je me porte bien. Comme on le dit en anglais, I enjoy. Les réalités ne sont pas toujours les mêmes, mais vous tirez toujours profit. Alors, au Togo, vous savez, l'espace maritime donc, offre de nombreuses opportunités. Le port autonome de Lomé participe donc aux échanges internationaux en Afrique occidentale, grâce notamment à sa situation géographique dans la sous-région. Cependant, il y a la question de la sécurité maritime qui est un enjeu. Quelles sont justement aux États-Unis les bonnes pratiques pour venir à bout de ce fléau?
Aux États-Unis, je crois que... merci pour la question, c'est une très bonne question. Je salue d'ailleurs le sommet... sur l'économie bleue tenu en 2016, donc à Lomé. À l'initiative du chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé. Donc, je salue l'initiative. Parlant des États-Unis, nous avons un corps spécial qu'on appelle Coast Guard, qui s'occupe de la sécurité maritime. Vous avez tout de suite, lors de votre présentation, dit que je suis de la marine. Peut-être que les gens vont confondre, ils vont penser que parce qu'il est de la marine, il s'occupe des questions... il faut pouvoir bien faire le distinguo. Il faut pouvoir faire le distinguo parce que la marine américaine, elle est plus internationale. Nous sommes souvent sur les eaux internationales pour protéger d'abord les Américains et ensuite protéger nos alliés. Et donc, c'est ce que nous faisons. Donc, je tenais à faire cette précision. Maintenant, la Coast Guard, c'est elle qui s'occupe des questions sécuritaires au niveau maritime aux États-Unis. Ils ont beaucoup de moyens. On met à leur disposition de vrais bateaux. Et donc, vous jugez important l'engagement du Togo sur la question de la sécurité en haute mer? C'est très, très important parce que qui contrôle la mer contrôle le monde. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, le trafic de drogue, ça se passe souvent en mer. Ça se passe très souvent en mer parce que, par exemple, aux États-Unis, nous sommes près du Mexique et beaucoup les trafics, la piraterie maritime. Beaucoup de trafic de drogue passe par la mer. Donc, la Coast Guard, avec les moyens qu'ils ont, ils ont de gros bateaux, ils ont des hélicoptères, ils ont beaucoup de choses qui leur permettent d'assurer la sécurité maritime américaine. Donc, ce que je pourrais peut-être proposer aux pays africains, c'est de revoir un peu les dispositions sécuritaires qu'ils ont mises en place. Renforcer ce qu'il y a déjà et aller vers d'autres pays, notamment les États-Unis, apprendre d'eux. Et avec cela, je crois que on pourra assurer pleinement la sécurité des biens et des personnes. Vous l'avez bien cité, le sommet de Lomé sur l'économie bleue, tenu donc en 2016 à Lomé à l'initiative du président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé, et de cette initiative est née donc une école destinée à la mer, donc Emarito. Cette initiative aujourd'hui donc qui invite les jeunes à pouvoir justement s'aventurer également dans les métiers de la mer. Pour des jeunes, justement, on va en venir puisque la jeunesse c'est aussi un sujet qui vous préoccupe. Les jeunes, vous les encouragerez justement à tenter cette aventure également? Pourquoi pas, oui. Je pourrais même financer certains s'il le faut, il n'y a pas de problème. Donc, d'ailleurs, je salue l'initiative, je ne savais même pas. Vous savez, je suis souvent très occupé. Souvent pour avoir des nouvelles du pays, j'ai un canal, mais je n'ai jamais été informé qu'il y avait une école. Mais c'est très bien déjà. Et Niwod donc se charge de... Je pourrais inscrire bientôt quelques jeunes frères. Bonne nouvelle donc de Niwod TV, donc qui se charge aussi de vraiment créer ce pont entre la diaspora et le Togo, ou sinon les diasporas africaines et leur pays, puisque depuis donc les États-Unis, vous nous suivez en ligne. On va revenir donc sur l'aspect social. Vous suis un canal qui vous permet également de garder le lien avec le Togo et surtout votre zone d'origine Loti. Parlez-nous justement de votre association et de ce que vous faites pour améliorer donc les conditions de vie des personnes. Notre association, au début je n'avais pas ma propre association, il faut le préciser. J'aidais plusieurs associations du milieu, donc j'étais un parrain de plusieurs associations. Je travaillais en communion avec eux pour venir surtout en aide aux élèves. Parce que moi, ma plus grande préoccupation, c'est l'éducation. C'est l'éducation parce que... Et justement, quels sont les projets phares que vous avez conduits ou accompagnés à ce jour?
À ce jour, j'avais d'abord commencé en 2015 par Excellence scolaire qui bat son plein toujours, qui bat son plein. Nous étions récompenser les meilleurs élèves des écoles. Il y a aussi le projet RAFAB, l'initiative RAFAB qui récompense les meilleurs élèves. Nous avons d'abord commencé par les jeunes filles et nous verrons peut-être dans l'avenir, nous allons faire les deux genres. Mais, la toute dernière édition, nous avons primé les meilleurs élèves féminins de chaque examen au Togo. Nous les avons primés, il y en a qui ont eu des bourses, et ces bourses ont été réparties de façon trimestrielle. Donc je crois ils vont réceptionner la dernière tranche, je crois, ce mois. Donc, avant la période des grandes vacances. Et comment évaluez-vous justement l'impact de vos actions sur le terrain? Sur le terrain, il y a eu des impacts positifs. Surtout pour les lycées. Parce que quand je prends l'exemple d'Excellence scolaire, avant que nous ne faisions le lancement, chaque année, nous discutons avec les enseignants pour connaître les lycées de la région, pour connaître les manquements. Parce qu'il faut dire que l'État ne peut pas tout faire. On doit venir en aide à l'État et c'est justement l'une des tâches de la diaspora. Donc, en tout cas, c'est mon avis. Donc, les bourses d'études, la distribution du matériel informatique, notamment les ordinateurs portables, pour amener, en tout cas, accompagner les élèves à mieux réussir leur cursus scolaire. Et ces différentes actions vous a valu d'être distingués. Donc, il y a de cela quelques mois lors de l'initiative Togo Top Impact qui met en lumière les meilleures initiatives et les Togolais à soutenir. Et donc, vous avez été distingué meilleur acteur de la diaspora 2023 pour le Togo. Justement, parlez-nous de cette distinction. Alors, cette distinction, elle vient couronner... On peut voir à côté de vous votre trophée, oui. Fièrement exposé. Oui, donc je disais que cette distinction, elle vient couronner plusieurs années de travail. Bon, je ne m'y attendais pas, je ne le faisais pas pour avoir un trophée, mais bon, si c'est arrivé, c'est arrivé. Elle vient couronner, comme je le dis, plusieurs années de travail. Elle vient aussi nous encourager à mieux faire, parce que on n'est pas encore au bout du tunnel. Il y a encore beaucoup d'engagement, il y a encore beaucoup de manquements. Qu'il faut suppléer. Donc ça vient nous encourager, ça vient nous dire vous êtes sur la bonne voie, continuez. Et je crois que nous allons continuer avec les petits moyens que nous avons. Et comme j'ai l'habitude de le dire, nous faisons tout à propre fond. Nous n'avons pas de partenaire, nous n'avons pas de contrat avec une société, tout vient de ma poche. J'ai une très belle équipe qui m'accompagne ici. Et ils sont là, ils sont prêts nuit et jour pour moi. Et je tenais vraiment à travers votre média à saluer le jeune frère Noureddine Salifou et de l'association Culture pour le développement qui a beaucoup fait pour moi. Il a beaucoup fait pour moi, ce jeune homme. Et voilà, donc ça vient encourager, comme je le disais, le travail. Vous évoluez sur fonds propres, justement pour plus d'impact sur les terrains. Comment pensez-vous peut-être davantage encourager une chaîne de solidarité de la diaspora derrière vos initiatives? Ce sera à travers des discussions constantes. Avant de lancer ou d'initier tout ce que je fais sur le terrain, j'avais eu le temps de discuter avec certains frères de la diaspora, mais vous savez, c'est pas facile quand il s'agit d'argent. C'est pas facile pour tout le monde de s'y engager, mais est-ce qu'il faut attendre? Peut-être qu'il faut commencer, les gens prendront le train après.
Mais bon, nous allons continuer de discuter. Je ne dis pas que peut-être que c'est notre initiative qui n'est pas peut-être appréciée et qui n'entre pas dans leur comment on dit ça? Peut-être aussi qu'il faudrait communiquer davantage. Mais justement, dites-nous, l'éducation, la santé, quels sont vos projets futurs? Mes projets futurs, je suis là pour le lancement de mon association qu'on appelle CAFEJ, cellule d'appui pour la formation et l'employabilité des jeunes au Togo. Son siège sera à Mango, dans la préfecture de Loti. Donc, à travers cette nouvelle association, dont le coordonnateur est M. Nanyeme Abdouraouf, à qui je fais un coucou aussi. Et justement, concrètement, pour l'employabilité des jeunes, que compte faire votre association? Nous allons réorienter les actions, surtout sur la formation dans l'entrepreneuriat, la formation puisque il faut une main-d'œuvre de qualité. Il faut une main-d'œuvre de qualité et on va essayer de briser cette mentalité ok, je vais faire mes études et rentrer dans la fonction publique. Je crois que les gens doivent sortir ça de la tête. Autrement dit, pour encourager également l'auto-emploi. L'auto-emploi, parce qu'aux États-Unis, c'est ça. Aux États-Unis, c'est l'auto-emploi. Donc, nous avons vu, nous sommes sortis, nous avons vu et nous devons conseiller cela. Et c'est notre rôle, la diaspora. Nous sortons pour voir et nous devons transférer ça. Donc, je crois que nous allons nous axer sur la formation à l'auto-emploi. Et nous sommes ravis de vous accueillir donc dans l'invité sur Niveau d'Info. Et justement, pour la jeunesse qui regarde donc cette émission, quel est votre message d'encouragement et sur justement, mais aussi à la diaspora togolaise de partout ailleurs dans le monde, à emboîter vos pas à justement soutenir davantage le développement local? Bon, pour la jeunesse togolaise et africaine, ce que je peux leur conseiller, ils n'ont qu'à rêver. Ils n'ont qu'à rêver parce que rêver, surtout travailler, n'attendre rien de personne. Il faut travailler, éviter le grand banditisme, s'atteler seulement au travail, puisque c'est le travail qui paie. C'est le travail qui paie. Surtout, il faut avoir quelqu'un à qui on veut ressembler. Quelqu'un à qui on veut ressembler. Un mentor, comme on le dirait. Un mentor, il faut avoir un mentor, travailler, croire et ne pas s'exposer à la criminalité et tout. Pour les jeunes qui voudraient me ressembler, et voilà, donc c'est ce que je peux leur dire. Vous avez votre trophée fièrement exposé, je le disais tantôt. Vous en êtes fier? J'en suis fier, mais je la dédie à la jeunesse togolaise parce que c'est elle qui m'a porté là où je suis. Merci. Nous sommes donc presque à la fin de cette émission. Vous aurez encore un autre mot à ajouter avant de conclure? Pour conclure, je dis d'abord merci à New World TV pour l'opportunité qu'elle m'offre pour m'exprimer et l'opportunité aussi de dire à la jeunesse que ça n'a jamais été facile pour personne. Ça n'a jamais été facile pour personne. Tous on vient de loin. Nous avons connu les moments difficiles aussi. D'ailleurs, nous continuons de connaître des moments difficiles, mais c'est pour leur dire qu'il y a de l'espoir et ils n'ont qu'à travailler dur et demain sera beau. Travailler dur pour le Togo, Togo First, Togolese First, comme le diraient aussi les Américains, American First. Merci en tout cas à Abdoulaye Tanou d'être passé dans cette émission. Nous vous souhaitons donc tout le meilleur pour la suite pour vous et toute votre association. Et merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de l'invité.